Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir pris la peine de nous rejoindre pour ce dernier atelier écho de cette journée. Nous allons parler ensemble des femmes et de la reprise d'entreprise avec un fil rouge, comment lever les freins, comment libérer les talents. Je m'appelle Xavier de Bontry, je suis journaliste et je suis très heureux de modérer cette table ronde qui va durer 1h15 dans laquelle vous pourrez évidemment poser des questions, interagir avec le plateau qui m'accompagne et que je vais vous présenter dans quelques instants. On va essayer dans cette table ronde d'être très pragmatique, de bénéficier de l'expertise de femmes d'entreprise qui ont, selon des voies différentes qu'elles vont nous présenter dans quelques instants, accédé à des responsabilités de dirigeantes d'entreprise, dirigeantes parce qu'elles sont complètement aux manettes opérationnelles, aux manettes économiques et financières aussi, patrimoniales. Et donc on va voir quelles sont les spécificités finalement de cette reprise d'entreprise au féminin, car il y en a des spécificités, peut-être des stéréotypes à combattre, peut-être des sous-estimations à réévaluer, et puis on essaiera de vous donner peut-être sinon des clés, du moins des envies pour que, si vous êtes vous aussi dans le cas de l'entrepreneuriat féminin, cela puisse alimenter votre réflexion. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir autour de ce plateau, on va commencer par vous. Vous êtes, je vous cherche, Valérie Tandeau de Marsac. Pourtant, je vous connais bien parce que ça fait plusieurs fois qu'on a l'occasion de travailler ensemble sur ces sujets-là. Alors, doublement, ces sujets-là, parce que vous êtes avocate spécialisée, ça tombe bien, dans la transmission d'entreprise avec votre d'entreprise familiale. Chaque mot compte, transmission d'entreprise familiale au sein de votre cabinet VDM Conseil. Et puis, vous êtes aussi, depuis 15 ans, la fondatrice et la présidente d'un réseau qui s'appelle Vox Femina et qui a pour ambition et pour objet de promouvoir la place des femmes dans les médias afin qu'on les entende, qu'elles soient davantage audibles, reconnues, identifiées en tant que spécialistes, expertes. Et ça, c'est important aussi de valoriser cette expertise au féminin. Et vous avez un micro, surtout pour qu'on vous entende bien. Il est ouvert, vous pouvez juste... Et je travaille beaucoup avec BPI France aussi, voilà. Avec qui on a monté un module plan de succession du capital du chef d'entreprise, parce qu'en fait, j'accompagne vraiment les actionnaires, donc les chefs d'entreprise, avec ou sans leur famille, parce que c'est pas toujours la famille n'est pas toujours désireuse de rentrer dans l'aventure entrepreneuriale aux côtés du chef d'entreprise. On verra donc que sur ces sujets-là, il y a aussi beaucoup de psychologie. Il y a de la dimension économique et financière, mais la psychologie est rarement absente. Et vous serez avec moi, Valérie, un petit peu en grand témoin de ce plateau pour pouvoir réagir, commenter, mettre en perspective également les témoignages qui vont se succéder. Alors les témoignages, justement, parlons-en. À mes côtés, juste ici, vous avez, on découvre Sabine Mariton, vous êtes PDG de la société éponyme. Ça fait chic de dire ça comme ça. C'est-à-dire que la société que vous dirigez porte votre nom parce que c'est votre grand-père qui l'a fondée. Nous sommes du côté de Marseille, pas loin d'Aix-en-Provence. Une société qui fabrique des moustiquaires, des riz, des stores d'intérieur depuis maintenant 3 générations. Vous nous raconterez comment vous avez finalement accepté de continuer la saga familiale. Ça n'allait pas forcément de soi au départ. Il y avait des freins aussi à lever. Et qu'est-ce que vous apportez à cette aventure entreprise qui a été reprise en LBO, c'est ça. Au milieu de ce plateau, c'est Nathalie Grandmorin qui est avec nous. Bonjour Nathalie, vous présidez la société Le Cercle qui, comme son nom ne l'indique pas, fabrique des plateaux repas. Des plateaux repas éco-responsables, vous nous en parlerez, avec une ambition d'impact et de RSE très, très marquée. C'est une entreprise dans laquelle vous étiez déjà actif depuis quelques années, mais depuis le mois d'avril dernier, vous en êtes désormais la présidente et vous êtes pour cela accompagnée, c'est en MBO cette fois que ça s'est produit, Management Buyout, avec notamment à vos côtés un fonds d'investissement spécialisé dans ce secteur, mais aussi BPI France. On en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis, pour terminer ce tour de table, on a le plaisir d'accueillir Anne Anctil. Anne Anctil, alors vous avez eu... Non, Anquetin, pardon. Je connais des Anctil, mais c'est Anquetin, voilà, avec un N à la fin. Vous avez corrigé. Et Anne, vous êtes la responsable aujourd'hui, la dirigeante d'une entreprise qui porte le joli nom de Passementerie Verrier. Ça se passe à Paris. La passementerie, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vous invite à aller découvrir. C'est un métier d'art, c'est un métier de niche, de spécialité, qui fait de très jolies choses dans la décoration intérieure, c'est ça. Mais alors, ce n'était pas du tout votre univers, puisqu'au départ, vous étiez, vous, dans l'informatique. Vous nous raconterez comment vous avez souhaité acquérir une entreprise après 25 ans d'expérience professionnelle dans un tout autre secteur. Voilà pour ce petit panel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'aller explorer avec nos 3 témoins la manière dont elles vivent cet entrepreneuriat au féminin, je vais inviter Jean-Louis Etchegoyen à venir quelques instants à mes côtés pour
nous éclairer sur la réalité économique de cet entrepreneuriat au féminin. Jean-Louis, vous êtes le directeur des fonds France Investissement Région Small Cap chez BPI France et vous allez nous partager les chiffres d'une étude qui vient de sortir, je crois, parce que vous faites beaucoup d'études chez BPI France et vous avez là des chiffres tout chauds sur la réalité de l'entrepreneuriat au féminin et de la reprise d'entreprise. Et quand on mixe les deux, il y a des pistes intéressantes de réflexion. Tout à fait. Tout d'abord, la transmission d'entreprise fait partie des axes stratégiques de BPI France, hein, donc, puisqu'on a à peu près 40 000 transmissions d'entreprise par an, hein, donc, qui se financent, de la TPE jusqu'à l'ETI. Et c'est à peu près 500 000 entreprises et 500 000 dirigeants d'entreprises qui vont partir à la retraite sur les 7-8 prochaines années. Donc on a un enjeu très important sur cette transmission. Et on a un enjeu également chez BPI France qui est important, c'est pour la féminisation de l'entrepreneuriat, puisqu'on a mis en place beaucoup de plans d'action à ce niveau-là. Parce que le constat qui est fait aujourd'hui, hein, sur les derniers chiffres que l'on remarque, on a à peu près 26% des dirigeantes de TPE donc, qui sont des femmes. Quand on passe chez les PME, on est plutôt à 19%. Et quand on est sur des ETI, donc de taille plus importante, on tombe autour de 14%. Et si vous regardez le SBF 120 ou le CAC 40, le CAC 40, c'est simple, il y en a 4, donc c'est 10%. Donc ça, pour nous, c'est un état des lieux qui s'impose à nous. On voit quand même que sur les dernières années, il y a des progrès. Hein, on a un peu plus de femmes dirigeantes d'entreprise dans nos participations que l'on accompagne au niveau du capital. Hein, on arrive autour de 25% avec soit une dirigeante, soit un management mixte. C'est un progrès par rapport à il y a quelques années. Sur la partie tech, ça a augmenté d'une quinzaine de points sur les 7-8 dernières années. Donc c'est aussi un progrès qui est important. Et on voudrait que cette dynamique puisse se poursuivre. Puisque en effet dans les reprises aujourd'hui on a des reprises qui sont un peu genrées, c'est-à-dire que dans les secteurs un peu genrés, puisque les femmes reprennent plutôt dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du service, dans le secteur de la santé, du service à la personne, et uniquement 7% sont dirigeantes de sociétés dans le secteur de la mécanique. Alors peut-être qu'en effet c'est un choix, mais en tous les cas c'est pas beaucoup. Voilà, donc l'objectif de cet atelier aussi, c'est de déconstruire un petit peu les idées et puis permettre de susciter des vocations. Voilà, et donc je vous laisse donc échanger. Vous n'êtes pas loin, vous pouvez intervenir évidemment pour alimenter notre réflexion et répondre aux éventuelles questions. J'invite les personnes qui sont encore à l'extérieur à prendre une place tout de suite. On va peut-être commencer cette table ronde par mieux vous connaître les unes et les autres, essayer de comprendre les motivations personnelles qui ont été les vôtres, chacune dans vos histoires, pour accéder aux responsabilités entrepreneuriales qui aujourd'hui sont les vôtres. Ce sont des histoires différentes, des profils également différents, et pourtant il y a un petit fil rouge sur l'envie d'entreprendre, je crois, qui vous réunit toutes les trois. Si je commence avec vous, Sabine Mariton, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu le très rapide portrait que j'ai fait de votre société et de votre parcours? Je crois qu'au départ, c'était pas si évident que ça, que ce soit vous qui poursuiviez la saga familiale Mariton à la 3e génération. C'est pas une envie folle dès le départ, si? Bonsoir à tous déjà. Alors l'envie, si, l'envie de mon côté, c'était une envie depuis quasiment le début. Ah non, c'est votre père qui lui disait non, ne fais surtout pas ça. Tout à fait. C'est ça. Donc peut-être pour présenter en quelques mots l'entreprise, notre métier, c'est de protéger vos lieux de vie à la fois du soleil et des insectes. Donc on fabrique des stores d'intérieur, des stores d'extérieur, des moustiquaires. Ces produits-là, on les fabrique sur mesure. Et on les vend en B2B à des installateurs qui vont, eux, venir chez le particulier. Dimension industrielle, c'est important de le souligner. Donc Deux unités de production. Hein, on est une industrie, tout à fait. Le siège est à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône, donc à peu près à 20 km d'Aix-en-Provence. Et on a une unité de fabrication également à Lyon, où là on fait des stores d'extérieur. Donc pour reprendre la question,
Moi, l'envie, je l'ai eue très vite et très jeune, parce que l'entreprise familiale, on baigne dedans. Moi, je dis souvent, je suis tombée dedans un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite parce que ça parlait de store et de moustiquaires à la maison. Et ça même le samedi et le dimanche. Par contre, j'ai été biberonnée à un papa dirigeant qui, lui, n'était pas fan des sagas familiales et des sagas familiales préchoisies. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit sois libre de tes choix, tu n'es pas obligé de reprendre l'entreprise familiale, et même au contraire, je ne te le conseille pas. Donc il a fallu doublement faire ses preuves. Il a fallu doublement faire ses preuves, tout à fait. Et il y a un moment où vous avez réussi à imposer ce désir d'entreprendre que vous aviez finalement au fond de vous depuis longtemps. Au bout d'un moment, il a compris quand même. Hein. Après 12 ans à ses côtés, il m'a quand même formé, accompagné. Et puis à un moment donné, il a compris que je reprendrais. Vous aviez 40 ans quand vous avez repris, c'est ça? J'avais tout pile 40 ans quand j'ai repris, ouais. Ouais. Donc une transmission pour une entreprise familiale via un LBO, c'est quand même peu courant. Je me tourne vers la spécialiste. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, des amis que j'ai autour de moi qui ont repris des entreprises familiales, c'est vrai que c'est très rare de le faire via un LBO. Moi, c'était un vrai choix. Que de ne pas rester toute seule aussi. De ne pas rester toute seule, d'avoir des investisseurs à mes côtés et de dégager finalement mon père de cette charge-là de l'entreprise, puisque sur la fin, c'est devenu un peu une charge. S'il n'y avait pas eu les investisseurs, il serait encore resté plus longtemps sans doute. Il fallait que la place soit prise à sa place. Il ne serait pas resté plus... Non, il avait dans l'idée de céder. Donc... Ouais. Dans mon expérience, en fait, quand ça arrive, il y a aussi un autre élément, c'est que c'est important pour le chef d'entreprise de matérialiser la création de valeur de sa vie, en fait. Et il n'a pas forcément l'usage de l'argent. Enfin, moi, ce que j'ai vu et qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément l'usage de l'argent qui est dégagé à l'occasion de l'OBO, du MBO, du LBO, enfin, peu importe la façon dont on s'y prend pour monter l'opération. Mais en revanche, c'est très important pour lui de donner un quantum à cette création de valeur, parce que c'est l'œuvre de sa vie, finalement. Donc, une dimension qui est à la fois financière, certes, mais très psychologique. C'est ce que j'ai pu constater, moi. Alors, je pense qu'il y avait de ça. Il y avait de ça, c'est certain. Et après, pour lui, ce qui était important, et pour moi, c'était plutôt un cadeau, là, pour le coup, c'est d'être sûr que ça soit vraiment mon choix. Et que dans ce cheminement-là, je prenne le temps de la réflexion en disant, voilà, c'est mon projet, quelle est ma vision pour l'entreprise, et que je sois vraiment en accord avec ça, et pas un biais de l'entreprise familiale, un biais cognitif où on se dit, je suis obligé de reprendre. Ce qui frappe dans votre parcours... Je l'ai fait parcours, en toute conscience. Vous l'avez fait en toute conscience et je crois que vous avez pris votre temps. Vous l'avez dit, 12 ans de compagnonnage et donc une acculturation finalement forte à l'entreprise, à sa réalité technique, sociale, humaine, pour se dire à un moment, c'est bon, on y va. Tout à fait. Ce qui est plutôt une chance. Alors, je sais que les deux personnes sur ma droite, non, ce sont des histoires différentes. Mais dans l'entreprise familiale, la chance que l'on a, c'est qu'on porte l'histoire et qu'on porte les valeurs, ce qui a rendu, je pense, la transmission plus simple. Parce que cet ADN-là, on parle souvent d'ADN d'entreprise. Nous, c'est un vrai ADN. Vrai, là, donc, on double les chances quand même. On reviendra évidemment dans le cours de cet échange sur d'autres aspects de ce parcours, mais on va poursuivre ce tour de table avec vous, Nathalie Grandmorin. Vous avez le micro aussi, si vous voulez. Schéma différent, parce que là, on n'est pas dans une entreprise familiale. Vous avez rejoint en 2018 cette entreprise, Le Cercle, auprès de son fondateur assez charismatique, une entreprise qui s'est bien développée rapidement. Vous venez de cet univers un petit peu... Pas tout à fait celui des plateaux repas, mais quand même le monde de l'hôtellerie, le monde de l'accueil, le monde du service. Alors oui, tout à fait. Moi, je viens du monde de l'hôtellerie, du service, de la restauration. À la base, j'ai rejoint effectivement le fondateur de la société pour l'accompagner en tant que directrice des opérations et développer en fait l'entreprise. Quand je suis arrivée, on faisait quasi pas de chiffre d'affaires et elle était toute neuve. C'était une start-up d'une certaine manière. Il aimait bien dire ça. Il aimait bien dire ça. Il, c'est Pierre Cornet-Vernet, c'est ça, le fondateur. Et puis, je suis ravie d'avoir adhéré à ces idées, prouver que l'écologie pouvait devenir aussi une économie
et faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait une belle entreprise qui a pu... Pierre a quitté l'entreprise et aujourd'hui, j'ai été rejointe par BPI et French Food, où je suis ravie d'avoir pris les rênes. Tu parlais d'ADN, mais en fait, je crois que les valeurs, tu les as ou tu les as pas. C'est vrai que c'est un ADN chimique ou un ADN psychologique, tout simplement. Ce qui a été marquant aussi dans votre parcours, donc les fonds sont arrivés. Vous êtes devenu CEO. Je crois que c'est comme ça que vous aimez affirmer votre identité professionnelle désormais. C'est le board féminin qui a choisi. Elles ont dit c'est plus sympa que président. Voilà, CEO. Board féminin, parce que c'est aussi une caractéristique de votre entreprise. Elle est très très largement féminine, je crois. On est quasi 100% féminin. On a juste un apprenti masculin parce que il faut bien un petit peu quand même. 10 collaborateurs aujourd'hui, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? C'est ça. Avec, vous dites des plateaux repas, mais pas n'importe lesquels, hein, avec des valeurs qui sont un peu la marque de fabrique du Cercle. C'est pas vous qui les fabriquez, ces plateaux repas. Vous êtes une sorte d'ensemblier de chefs d'orchestre avec des fournisseurs sélectionnés. Le Cercle est un chef d'orchestre éco-responsable. On nourrit les entreprises à tous les moments de convivialité, du matin jusqu'au soir, avec un objectif de réduire l'impact en fait qu'on peut avoir dans ce marché sur notre planète. Et pour ça, on sélectionne des partenaires qui sont très forts et qui sont presque une famille, avec une conception de boucle et de réutilisation, une logistique verte. Enfin voilà, chaque instant du RSE qu'on peut avoir, on le travaille tous les jours et on essaye de le faire progresser tous les jours. Lorsque la question du départ du fondateur s'est posée, est-ce que vous étiez déjà dans une forme de préparation de cette transmission? Ça s'est imposé naturellement pour vous, Nathalie, ou est-ce qu'il a fallu s'affirmer? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'on l'a préparé forcément, parce que ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Et il a fallu quelque part se préparer vraiment parce qu'il a fallu oser. En fait, prendre la place complètement et s'affirmer face aux partenaires, face aux clients. Devenir actionnaire aussi, ce que vous n'étiez pas. Ouais, ça fait un petit peu peur des fois. Ouais. Mais c'est surtout, il a fallu s'imposer en fait et oser le faire. Quand on est une femme aujourd'hui, c'est pas toujours évident. On va revenir sur ce point-là, effectivement. Si un mot encore, vous parliez d'impact, c'est important. Vous avez engagé, alors c'était peut-être avant, quand vous êtes arrivé d'ailleurs, la démarche de labellisation Lucie pour le Cercle, qui est une démarche très exigeante sur la performance en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Alors le label Lucie, c'est ISO 26000, c'est un petit peu un bicorp à la française, si on peut dire ça comme ça. Ça a été un choix en fait pour pouvoir montrer quelque part au monde et à nos clients qu'on était engagés et que c'était pas du greenwashing, que c'était vraiment ce que nous on souhaitait faire au quotidien. On a fini notre premier cycle de labellisation et on va attaquer le deuxième là. On repart à zéro finalement avec ce label et c'est très bien parce que ça nous pousse à aller plus loin tous les jours. C'est vous qui êtes un peu à la manœuvre sur cette... À 100%. 100%, voilà. La force de conviction aussi de la dirigeante sur ce sujet-là. Valérie, je me tourne vers vous. Est-ce que ces engagements qu'on entend là, cette volonté de marquer la vision stratégique de l'entreprise avec des valeurs fortes, c'est féminin ou pas ça? En tout cas, on l'entend fortement là, tel que ça s'exprime. Et tel que vous le dites, on a l'impression... Enfin, moi, je suis journaliste économique, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me parlent beaucoup de RSE en disant que c'est formidable, etc. Et parfois, je suis un peu réticent en disant oui, tu me racontes ça parce que c'est à la mode, mais est-ce que tu en es vraiment certain? Quand je vous écoute, Nathalie, je suis assez convaincue tout de même de la sincérité de votre engagement. Alors, je ne saurais plus faire autrement, en fait. Ouais. Je ne sais pas si c'est féminin, mais je pense que c'est présent dans les entreprises dans lesquelles il y a une forte identification entre le dirigeant et son projet, ou le dirigeant et son entreprise, ou les dirigeants et leur entreprise. Ce qui est le cas ici, parce qu'en fait, cette entreprise, si je comprends bien, elle est née sur cette idée en fait d'économie circulaire, de fort engagement RSE, etc. Donc en fait, c'est dès la naissance, si j'ose dire, c'est présent dans l'ADN de l'entreprise et RSE native finalement. Voilà. Donc en fait, et ça on le trouve beaucoup dans les entreprises familiales parce qu'il y a une forte identification des membres de la famille à l'entreprise. Et c'est par ce biais de l'identification et aussi évidemment de l'enjeu réputationnel qui va avec qu'on constate une plus forte implication des entreprises familiales ou
parce que dans entreprise familiale, pour qu'on se comprenne un petit peu, j'inclus les entreprises contrôlées par un actionnaire qui a la volonté d'influer sur la gestion, ce qui est une définition qui est un peu plus large que juste, pas nécessairement des entreprises qui se sont déjà transmises à la 4e génération. Ça peut être une entreprise de première génération, ça peut être une entreprise qui au début est une start-up et qui devient ce que moi j'appelle une entreprise familiale à partir du moment où il y a la volonté de la transmettre au sein de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Le caractère familial n'est pas une donnée constante, c'est quelque chose qui est assez volatile, en fait, et qui résulte justement de cet engagement et de cette volonté de la famille ou de l'actionnaire de contrôle de peser sur la gestion de l'entreprise dans des choix qui sont aussi engageants sur le plan de la réputation que ceux de la RSE. Donc finalement, le cercle, selon vos critères, est une forme d'entreprise familiale. Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas les pourcentages. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore, ça viendra. Ça viendra. C'est ça l'objectif. C'est volatile. Voilà, ça vient plus tard. On va poursuivre et terminer ce premier tour de table avec Anne Anquetin. Passementerie Verrier. Alors, racontez-nous avec vos mots ce qu'est la passementerie. On a un peu oublié dans notre vocabulaire actuel la noblesse de ce métier-là. Oui, c'est vrai que c'est plus tout à fait dans les codes, la passementerie. Donc la passementerie, moi j'appelle ça des ornements textiles en fait. C'est assez schématiquement, c'est tout ce qui permet d'apporter un peu d'ornement ou de finition dans la partie textile d'un chantier d'architecture intérieure. Vous m'avez dit, quand on a échangé pour préparer cet entretien, c'est au lieu d'être un détail, on devient l'élément marquant des meubles, des miroirs, des surfaces, c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques années. C'est pas mal comme définition. Ouais. Donc en fait, la passementerie a eu pas mal d'âge d'or. Clairement, aujourd'hui, on n'est plus à la belle époque de la passementerie. Néanmoins, il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour tout ce qui est textile d'une part, motifs, couleurs dans les projets d'architecture intérieure. Donc on a clairement un mot à dire et des choses à proposer sur ce sujet-là. Pour en revenir à pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous en tant que dirigeante de cette entreprise, je pense que c'est un parcours assez classique de cadre sup dans des grandes boîtes qui à un moment donné a envie de faire autre chose de la dernière partie de sa carrière et donc moi c'était clair que je voulais me challenger en tant que dirigeant d'entreprise. Que vous n'aviez jamais été dans vos fonctions précédentes. Non, j'avais eu des grosses responsabilités managériales, mais c'est pas pareil de le faire à l'intérieur d'un groupe ou de le faire pour son propre compte. Et voilà. Par contre, il était sûr dans mon projet que je voulais le faire sur un secteur qui me parle. Je ne voulais plus travailler dans l'informatique. Je voulais fabriquer un produit concret. Voilà, un produit que je puisse toucher et je voulais sortir du monde du service. Et voilà, c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Et qui soit bon. Alors, le cadrage, c'était je voulais fabriquer un produit qui soit beau ou bon. Voilà, c'était ça l'idée. La feuille de route, c'était ça. Ça vous a pris du temps, hein. Vous n'avez pas trouvé la pépite tout de suite. Non, et puis je dirais même que c'est ce qui est compliqué de trouver la cible. Donc ça m'a pris 18 mois en fait, ce qui est pas si long. Hein. Non, ce qui n'est pas si long. Avec une formation en plus. Hein. Alors moi, oui, je suis très scolaire en fait. Donc je me suis formée à la reprise d'entreprise. Je l'ai fait au CRA, qui est une association qui prépare à la fois les dirigeants à céder et les apprentis repreneurs à reprendre. Et je ne conseille pas de s'engager dans ce chemin sans un peu de bagage. Cédants et repreneurs d'affaires. Cédants et repreneurs d'affaires, absolument. Voilà. Valérie. Alors, très scolaire, ça attire mon attention parce que effectivement, ça fait partie de ce que j'appelle combattre l'autocensure, puisque en fait, moi, alors là, je mets ma casquette Vox-Femina. Voilà, je mets ma casquette Vox-Femina. Quand on leur demande de décrire leur projet, oui, alors moi, j'ai un petit projet pour créer une petite entreprise. Les adjectifs ont leur importance. Hein. Vous avez parfois tendance à minimiser les choses. Arrête de qualifier tout ça de petit. C'est pas petit. Pourquoi petit? Donc en fait, il y a une espèce de je sais pas comment dire, de tic de posture. Excusez-moi de vous demander pardon. Qui consiste en fait à minimiser ce qu'on fait. Et puis bien sûr, il y a évidemment le syndrome de la bonne élève qu'on peut aussi appeler syndrome de l'imposteur. Hein. D'ailleurs, c'est oh là là, mon Dieu, je ne suis pas légitime pour faire ce vers quoi je me tourne. Et je dis ça d'autant plus volontiers que moi je l'ai vécu aussi parce que si j'ai choisi le métier d'avocat après avoir passé 15 ans d'entreprise, c'est parce que j'étais née dans une famille d'avocats, père avocat, frère avocat, et que j'ai quand même mis un certain temps. J'ai commencé par HEC pour être sûr que j'avais des compétences avant de me tourner au bout de 15 ans vers le métier d'avocat. Donc si je me suis spécialisée après dans les entreprises familiales, c'est parce qu'il y a des choses qui me parlent là-dedans. Et effectivement, le syndrome de la bonne élève, voilà, il y a plein de choses derrière. Et moi, je dirais, et pour terminer sur cette parenthèse, dans le CRA,
Candida, que je connais parce que j'accompagne aussi des repreneurs d'entreprises, il y a aussi un autre élément qui est très important, qui est le réseau quand même, et qui est le collectif, c'est-à-dire en fait d'être entouré d'un collectif avec qui on peut partager des préoccupations communes. C'est pas seulement une formation, je dirais. En fait, pour moi, ça, c'est très important de le souligner. Oui, je suis d'accord, l'importance du collectif, et on y viendra certainement. Mais là où je dis je suis très scolaire, c'est que j'ai suivi cette formation et j'ai appliqué tout ce que j'ai appris dans la formation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Voilà, c'est tout. Voilà. Quand vous êtes allé, une fois identifié cette entreprise Passementerie Verrier, qui était dirigée par un gérant, par un homme, il vous a vu arriver, comment ça s'est passé? Vous, candidate à la reprise étant une femme, est-ce que dans cet univers-là, ça a été plutôt bien perçu? Est-ce que c'était un atout, un inconvénient? Comment vous avez vécu les choses? Alors l'entreprise était dirigée par un homme qui était le fils des propriétaires précédents. Enfin, c'était pour le coup c'était familial. C'était un homme qui a mon âge, qui est toujours dans l'entreprise d'ailleurs, et qui disait lui-même je suis amené à diriger cette entreprise, mais je suis pas un entrepreneur. Donc je suis un peu là par hasard. Je fais le taf. Des fois bien, des fois mal, mais je pense que ça lui pesait en fait, ça lui pesait. Et donc à un moment donné, il a compris qu'il pouvait vendre sa boîte, et donc il a commencé à chercher des candidats. Moi, je pense que c'était plutôt un atout d'être une femme. Même venant d'un univers totalement différent sur le plan professionnel. Ouais, je crois que ça l'a pas effrayé. Moi, ça m'a pas effrayé non plus. Je pense que, je sais pas si c'est un problème d'ego, peut-être qu'il se serait moins bien. Lui, il disait je vends, mais je reste dans la boîte. Donc ça veut dire qu'on cohabitait pendant un paquet de temps. Il s'est pas méfié, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais je pense que peut-être il aurait eu plus de difficultés avec un homme. Peut-être qu'il aurait voulu faire le coq davantage, et inversement, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça a joué en ma faveur. Oui. Oui, aujourd'hui, on a du recul. Ça fait 8 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais, ça y est, 8 ans. C'était en mars 2018. Mars 2018. Il est toujours là, le... Ouais. Et ça se passe bien? Ouais. Partons, vous avez changé des choses dans la boîte. En fait, après, c'est vrai que moi, c'était pas du tout moi, je cherchais à reprendre une boîte. Généralement, quand on reprend une boîte, quand on est primo-repreneur, personne physique comme moi, la cinquantaine environ, on cherche une boîte dont le patron est en train de préparer sa retraite. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un petit biseau, mais pas des années de recouvrement. Donc, moi, ça m'a un peu questionné quand même. Parce que j'avais pas du tout dans l'idée. Au début, je lui ai repris que 80% des parts. Donc, j'avais un associé. C'était pas mon schéma. Donc c'était une prise de risque. J'entends tellement de trucs avec des associés qui s'entendent pas que c'était une prise de risque supplémentaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, il était tellement fatigué en fait de faire ce job-là que dès que je suis arrivée, il m'a donné. Il n'a pas cherché à continuer à occuper la place qu'il avait plus. Ça, c'est très vite qu'il est reparti en fabrication. Et puis non, mais il est retourné faire ce qu'il aime. C'est un homme d'atelier. Donc aujourd'hui, il fabrique dans l'atelier. Et d'ailleurs, on est dans un atelier. Vous aimez souligner ça à votre entreprise? Il y a les métiers mon environnement de travail, qui sont là. On les entend, ils cliquettent toute la journée. C'est vraiment... on fabrique. On fabrique, on a des métiers à tisser. On a un très bel atelier historique dans Paris. Et ça ajoute du charme, et ça ajoute aussi une responsabilité supplémentaire. C'est une vieille entreprise. C'est une entreprise qui est un peu unique dans son genre. Donc ça m'oblige de réussir dans ce que je fais. On reviendra sur les leviers, etc. Je pense que ça peut être intéressant à ce stade, et compte tenu aussi de la thématique de cette journée avec BPI France ici à Big, de s'intéresser un instant sur la dimension financière de vos opérations. Comment ça s'est passé pour justement réussir cette transmission, cette acquisition, le fait que vous deveniez les unes et les autres pleinement responsables dirigeantes de l'entreprise? Il a fallu se faire accompagner. Ça a été le cas pour vous, Sabine Mariton. Vous avez été accompagnée par BPI France, par un fonds aussi, c'est ça? Alors, on a fait lors de la transmission, lors du premier LBO en 2018, sont rentrés au capital 3 fonds d'investissement dont BPI France. Ouais. Tout à fait. Vous les aviez sélectionnés? C'était des gens que vous connaissiez déjà? Comment ça s'est passé? Alors le premier LBO, il est toujours un peu particulier et c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup des transmissions via LBO. C'est qu'à l'époque, c'est mon père qui a mené
ce projet-là et ce sujet-là, puisque c'était lui le cédant et moi j'étais la repreneuse. Donc, et quand c'est son père, forcément on est un peu entre les deux. Valérie confirme. C'est une position, voilà, c'est un moment à passer. et il est passé. Mais moi, j'étais très au clair avec ça parce que, c'était le projet de mon père. Et je voulais que ça se passe le mieux possible pour lui. Et moi, mon projet, c'était reprendre l'entreprise et pouvoir la diriger et l'amener là où je voulais. Donc, c'est plutôt lui qui s'est fait accompagner. Et puis moi j'ai envie de dire que ces décisions m'allaient très bien et effectivement elles m'allaient très très bien. Par contre j'ai fait un deuxième LBO en 2023 où là j'ai été accompagnée. Mon père était complètement sorti du coup en 2018. Vous avez redessiné un petit peu les contours du capital? On a redessiné un petit peu les contours du capital. BPI m'a de nouveau accompagné sur ce deuxième LBO avec deux autres co-investisseurs qui sont un qui est revenu également et un nouvel investisseur. Voilà. Et donc à chaque fois, face à ces investisseurs extérieurs, il faut faire tout un track record, montrer sa vision, partager des bilans prospectifs, montrer la maturité de son projet. C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi? Alors oui, mais là pour le coup, j'ai envie de dire comme comme tout dirigeant, enfin fastoche, je sais pas, mais comme tout dirigeant, pas plus pas moins en étant une femme. Je pense que c'est vrai. J'ai lu quelque part que les dirigeantes, on faisait des business plans qui étaient beaucoup plus raisonnables, plus réalistes, et plus réalistes que les hommes. Donc en général, on surjoue pas justement. Pas du tout à quoi vous faites allusion. Donc je regarde les personnes de BPI dans la salle pour voir si je dis oui, on me confirme. On me dit dans l'oreillette que c'est vrai. Du coup, on doit plus facilement les réaliser aussi, nos business plans. Donc voilà le parcours classique. Donc c'est plutôt un atout, si je vous entends bien. Finalement, la crédibilité, elle est... On coche une case quand même, RSE, ESG, qui faut peut-être apprécier, mais... Voilà, je ne sais pas si vraiment le fait d'être une femme sur ce parcours-là, c'est un atout ou pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de frein et j'en ai connu aucun durant le parcours. D'accord, donc sur la thématique de lever les freins, on a compris que ce n'est pas celui-là qu'il fallait desserrer en premier. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que si j'avais été un homme, ça se serait passé différemment. Enfin, voilà. Moi, j'ai pu monter au capital grâce au BSPCE et puis grâce à l'arrivée de French Food et de BPI. Enfin, voilà, effectivement, moi, c'est pas un peu pareil. C'est quand même le cédant qui a mené à un moment donné les choses. Moi, j'ai présenté l'entreprise telle que je la voyais parce que j'étais dedans et que j'y restais. Mais c'était pas moi qui avais le mot au final, ce qui est mais la crédibilité normal. Était au rendez-vous et ce que vous avez présenté a largement c'est convaincu. pas tellement à moi qu'il faut le demander finalement, mais oui, je pense que je pense que ça n'aurait rien changé si j'avais été un homme en fait. Pour le coup, je pense que ça n'aurait rien changé. Et vous, Anne? La question c'était sur le comment on rachète. La question, oui, est sur le financement, les conseils financiers, l'accompagnement que vous avez pu bénéficier. Alors, moi, je partais... C'est un peu difficile. Vous c'est différent. Moi, j'ai vu pas mal de banques avant d'en avoir une qui me prête. Ouais. Mais est-ce que c'est pas plutôt lié au secteur? Ouais, voilà, parce que c'est des sociétés qui, quand elles ne sont pas vraiment boostées d'un point de vue commercial, elles font un coup des bonnes années, un coup des mauvaises, et du coup, les banquiers, ils n'aiment pas les trucs qui montent pas. Ça, ouais. Enfin, c'est pas flat, hein, c'est plutôt les montagnes russes, les petites montagnes. Ouais. Donc oui, moi j'avais un apport perso, du coup, on sait à peu près combien il faut, combien on va pouvoir emprunter avec ça, et du coup, ça aide à cibler les boîtes qui sont potentiellement rachetables, quoi. Hein. C'est ça le truc. Et la crédibilité, je sais pas, faut demander aux gens qui m'ont prêté. J'ai remboursé, donc ils sont pas. Ouais, c'est bon. Cette dimension financière, c'était pas dans vos métiers précédents du tout. Non, c'était une complète découverte pour moi. Ouais. Ce fait d'aller chercher de l'argent, oui, pour acheter une entreprise, oui, c'était un parcours tout neuf. Tout neuf. Tout neuf, mais que vous avez finalement abordé. Un petit soldat, c'est ça? Non, ça faut pas dire ça, Valérie. Voilà. Si on me dit qu'il faut aller chercher des sous, il faut toquer aux portes des banques, je me toque les banques. Et si la première dit non, on va voir la deuxième et la troisième. J'en ai vu plus d'une dizaine. Ouais.
Un petit commentaire, Valérie, sur cet aspect de la relation, justement, du montage financier de l'opération. Alors, moi, je pense que le principal frein dans la carrière des femmes, d'abord, c'est un frein dans la carrière. C'est-à-dire que c'est plutôt des freins qui se manifestent quand on est dans une entreprise. Et le principal frein, en fait, c'est l'arrivée des enfants, en fait. Donc, quand on est chez soi, déjà, c'est quand même plus simple à régler. Parce qu'il n'y a pas un environnement, une hiérarchie, etc. Et puis, je pense que voilà, on sait dans quoi on s'engage. Enfin, je veux dire, je ne sais pas à quel âge, si vous avez déjà des enfants, si vous les aviez eus avant, si vous les avez eus pendant, après, j'en sais rien. Mais on va tout savoir dans quelques instants. Voilà, enfin, je veux dire, quand on est en posture de créer sa propre entreprise, on est aussi plus maître de ses choix. Et on n'est pas dans un environnement qui exerce une pression assez invisible d'ailleurs de ce point de vue-là. Enfin, parfois invisible, pas toujours. Alors Valérie a introduit une dimension que je voulais évidemment aborder, qui est cette articulation singulière de la vie pro et perso. C'est pas des questions malheureusement, et on devrait peut-être sûrement même la poser aussi à des hommes dans votre cas, mais on la pose pas cette question-là. On la pose qu'à vous. C'est ainsi fait. Là aussi, il y a les stéréotypes, il y a les graves. Hein. Ouais, elle a dit grave, et elle a raison de dire grave, Sabine. Comment ça s'est passé pour Je réagis parce que je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée. Ouais. Parce qu'en plus, vous étiez bonne cliente, comme on dit dans le jargon des médias, une femme qui reprend une entreprise familiale. À 40 ans, tout ça, voilà. Je cochais bien des cases. Et donc, je pense que c'était, la plupart du temps, c'était la première question que les journalistes me posaient. Et je crois que... à la fin, j'y répondais plus. Ouais. Vous êtes mère de 2 garçons adolescents aujourd'hui, hein, c'est ça ? J'ai 2 garçons, ouais. Qui ont 19 et 16, mais qui à l'époque étaient plus petits. Ouais. Donc oui, je n'aime pas répondre à cette question, mais c'est quand même un sujet. Ouais. Moi, ce que je veux souligner, c'est que quand on est salarié, on ne fait pas ses propres choix. Enfin, je veux dire, on a quelque part, quand on est indépendant, puisque quand même quand on reprend une entreprise, on a une forme d'indépendance et d'autonomie. On les fait en conscience, ces choix-là. Je veux dire, on n'est pas en train de devoir négocier ou interagir avec un environnement qui considère que c'est un inconvénient. Si on fait ce choix-là, c'est parce qu'on pense qu'on va pouvoir le gérer. Enfin, je veux dire, c'est une forme de responsabilité, on sait ce qu'on fait, quoi, en général. Donc, je dis ça parce que moi, j'ai été confrontée à un environnement qui n'a pas accepté, qui a été très violent au moment où moi j'ai eu mes enfants. Il faut dire que j'ai fait des triplés à 40 ans, donc c'était compliqué. Mais c'est vrai que j'ai été très choquée qu'en fait, l'environnement prenne des décisions à ma place, en disant maintenant que tu as des enfants, tu ne pourras plus faire des fusions-acquisitions. J'étais avocat de M&A à ce moment-là. Pour moi, c'est quelque chose qui a été très, très choquant, qu'on puisse décider de la manière dont ma carrière allait se réorganiser parce que j'avais des enfants. Bon, même, c'est vrai que j'en avais 3, mais en même temps. Mais avec une bonne logistique, ça marche. Ouais, voilà. Justement, cette logistique, c'est ce que vous avez expérimenté aussi pour être pleinement dirigeante d'entreprise et il faut que ça suive aussi sur le côté perso, qu'on ait un back-office qui tienne la route. Ouais, oui. Ce que je dis souvent aux jeunes femmes que je peux rencontrer, quand on peut le faire, quand on a les moyens de le faire, c'est vrai que pour réussir et être dégagée et être le plus sereine possible, moi j'ai fait en sorte de me staffer à la maison, quoi. C'est-à-dire que staffer à la maison, organiser, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Ça va arriver des fois, le train du soir, il n'y a plus de train du soir, donc il ne rentre pas. Le dernier vol de Biarritz, il n'y a pas de dernier vol, donc on dort à Biarritz. Bon, si derrière c'est pas un peu huilé, moi j'étais maman solo en plus quand ils étaient petits, donc il fallait quand même que ça soit à la maison. J'avais le plan B, j'avais le plan C, le plan C prime à appeler au cas où... pour éviter le plan D prime. Ouais. Voilà. Oui, mais ça veut dire qu'on développe des compétences organisationnelles qui sont utiles dans son métier. Moi, voyons ça comme ça, dans l'autre sens. Je suis d'accord. Alors que les hommes, on est parfois complètement désemparés. S'il y a un truc, il n'y a pas de plan B, là. On est complètement démunis. Donc oui, donc c'est important de pouvoir avoir cette rigueur organisationnelle qu'on retrouve dans l'entreprise, mais qu'on a aussi la capacité de développer sur son versant personnel.
Oui, oui. Mais vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, parce que les femmes, voilà, c'est comme ça et on le fait, mais de plus en plus, moi je vois les nouvelles générations dans mes équipes. Ça concerne aussi les jeunes papas aujourd'hui qui s'organisent presque tout autant que ma génération quand on a eu des enfants. Donc oui, le partage des tâches est quand même en train de s'améliorer. Ça reste encore genré, mais je vois quand même dans mon entreprise et autour de moi que ça concerne pas plus uniquement les femmes, ce côté double organisation. Nathalie, vous confirmez cette approche? Vous êtes la Benjamine de ce plateau. Vous avez peut-être un autre regard sur ces questions-là? Alors moi, j'ai pas ce sujet de c'est la femme qui porte tout. Mon mari m'accompagne beaucoup et pour le coup, le partage des tâches, il est très équitable à la maison, donc j'ai pas de sujet et je l'ai pas vécu par le passé non plus. Venant du monde de l'hôtellerie-restauration, nous, on a égalité en fait hommes et femmes. J'ai jamais connu moi, ne serait-ce que le sujet du t'es une femme, t'auras moins de salaire que quelqu'un d'autre. C'est à compétences égales, on avait les mêmes salaires. Enfin voilà, l'hôtellerie-restauration est peut-être très spécifique pour ça, mais au moins, voilà, je suis assez féministe dans l'âme, mais pas revendicatrice du coup, parce que j'ai pas connu cette blessure de la femme n'a pas sa place. Pour autant, le syndrome de l'imposteur et de la superwoman, il existe quand même. Hein. Donc oui, c'est un peu compliqué des fois, mais on y arrive. C'est la vie. L'organisation, c'est aussi un thème qui vous est cher. Hein. Anne, vous avez organisé votre vie aussi pour que ça tourne dans tous les compartiments du jeu. C'était un peu pareil quand j'étais salariée. Hein. Enfin, moi, j'ai eu mes enfants très tôt. J'ai jamais refusé une opportunité professionnelle. J'ai toujours considéré que je devais faire ce que je voulais. 3 garçons, vous Trois aussi. garçons, ça, ouais. Ouais. Et voilà. Enfin, c'est vrai que c'est mieux si on a une nounou qui les garde à la maison, mais quand ils sont petits. Mais moi, j'ai jamais voulu m'interdire de faire des trucs parce que j'étais mère. Voilà. Ok, je pense que c'est important d'avoir abordé ce point-là, même s'il ne faut pas s'apesantir forcément trop longuement sur cette dimension qui pourrait être aussi relevée des stéréotypes ou des stigmatisations. Et les enfants vont bien, hein. Enfin, ça va. Ouais. On voulait vous le demander. Nous sommes donc rassurés. Une relation que j'aimerais qu'on explore un petit peu ensemble, c'est celle que vous avez avec vos salariés. Parce que vous arrivez dans une équipe qui ne vous connaît pas, qu'il va falloir entraîner dans le projet, soit au contraire ils vous connaissent tellement que c'est pas forcément évident de vous voir passer d'un statut à l'autre. Vous suivez mon regard, n'est-ce pas? Ou alors, voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez les unes et les autres comment vous avez réussi à asseoir votre statut de dirigeante dans l'univers que vous rejoignez ou dans lequel vous évoluez à des fonctions différentes. Comment ça s'est passé pour vous? 12 ans dans l'entreprise, tout le monde vous connaît, bon, tout le monde vous appelle Sabine, évidemment, et tout d'un coup, on devient la présidente. Ouais. Oui, alors tout le monde m'appelle Sabine, tout le monde me tutoie. J'ai une bonne partie qui m'a vu grandir, donc j'ai des souvenirs avec certains, enfin avec pas mal. Comment on fait, je sais pas. Chez moi, il y a même c'est même parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans l'entreprise familiale, il y a un côté affect avec le dirigeant, où moi j'entends des phrases où je leur dis oulala, non, ça non. On l'a toujours fait. Enfin voilà, on ferait plein de choses pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui, mais des fois ils confondent, ils disent pour toi. Donc il y a ce côté affect très fort. Moi, ils m'ont vu évoluer dans l'entreprise parce que quand j'ai pris la direction, j'avais travaillé 12 ans et en changeant quand même, j'ai fait un petit parcours initiatique. Quand j'ai repris la direction, je pense que j'avais fait mes preuves sur quand même pas mal de sujets. Donc cette légitimité-là, je suis allée, je pense, la chercher. Et quand même dans l'entreprise familiale, je pense qu'ils avaient imaginé quand même quand ils m'ont vu évoluer dans l'entreprise. Donc, une capacité de projection. Ouais, c'était peut-être. Ça n'avait pas l'air d'être une grande surprise pour eux. Ils ont eu 12 ans pour se préparer quand même, non? Pardon? Ils ont eu 12 ans pour se préparer. Ouais, voilà, celui qui l'avait pas vu venir dans la boîte, vraiment, c'est qu'il voulait pas le voir. Mais il y a eu des changements dans l'organisation interne. On parle de la relation managériale. Il y a des choses qui existaient auparavant et qui, avec votre arrivée, ont été modifiées.
dans les circuits de décision, dans la communication, l'organisation des échanges? Alors oui. Alors dans les circuits de décision, oui, c'est peut-être plus, mais c'est aussi une question de génération. C'est peut-être plus court comme décision. Moi, l'accès il est très très simple. Bon, après, on est une PME, on est 120 collaborateurs, donc ils ont accès. Enfin, tout le monde a accès à mon bureau, quoi, heureusement. Ce qui a changé dans l'organisation, on a arrêté maintenant les réunions très tardives le soir. Il me semble qu'on avait échangé. Oui, c'est un peu à ça que je pensais, vous avez raison. Vous pensiez à ça, ok. C'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'étais jeune et le sport national dans l'entreprise, c'était de démarrer les réunions à 18h. Donc, super efficace. Super efficace, donc c'était bien de faire des 18-20 heures. Le meilleur employé du mois, c'est celui qui éteignait la lumière le dernier, c'est ça? C'est ça. Donc moi, à l'époque, comme j'étais jeune et que je venais d'avoir mes enfants, ça m'arrangeait pas trop comme horaire quand même de finir à ces heures-là tous les soirs. Donc ça, voilà, on a un peu décalé. Mais de toute façon, même si je l'avais pas fait, je pense que on me l'aurait demandé. Donc voilà, c'est très bien de l'avoir fait de moi-même. Et après... alors, l'entreprise, c'est déjà quand même pas mal en mode projet. Donc très collaboratif. Je pense que ça, je l'ai poussé. Voilà. J'ai poussé le côté enlever les strates, beaucoup de mode projet, d'intelligence collective, peut-être plus que ce qu'avait fait la génération précédente. La question se pose un peu différemment pour vous, Nathalie, parce que vous avez moins de salariés, une dizaine de collaborateurs contre 120 dans l'entreprise Mariton. Donc c'est peut-être un petit peu plus en circuit encore plus court. Comment ça s'est passé, justement, votre affirmation auprès de ses collègues? Alors, c'est assez particulier aussi parce que je suis quand même depuis toujours dans la société en tant que directrice. J'ai toujours eu ce statut de responsabilité face à eux. Donc finalement, il n'y a pas eu de changement pour eux. Au contraire, et c'était assez rassurant. Le fait que, Pierre, le fondateur, s'en allait, mais il n'était pas là en fait. Donc ça n'a rien changé pour eux en fait. Oui, pour elle. Et en termes de circuit, effectivement, je pense que les circuits de communication, etc., nous c'est très 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 court évidemment. Mais je pense que c'est plus une question de génération que de homme-femme en fait. C'est vraiment générationnel à mon sens. Ouais. Ça va plus vite là maintenant, c'est plus fluide. Et il faudrait que ça aille encore plus vite si on les écoute. Même question pour vous, Anne Anquetin, sur cette manière de travailler avec des collabs. Là aussi, beaucoup de femmes, je crois, dans l'équipe. Ouais. On est une dizaine. J'ai un seul homme qui est l'ancien dirigeant. Vous avez ce point commun, toutes les deux. Alors moi, c'est différent. Je signe chez l'avocat d'affaires le 15 mars. Et puis le lendemain, 16 mars, j'arrive dans l'entreprise. Donc c'est... Oui, c'est assez facile quand on dit que c'est nous qui avons les clés en fait. Non, je sais pas, je me suis pas posé cette question de la légitimité. Après, moi j'ai fait mon job de manager, du coup, les rassurer, virer ceux qui n'avaient plus rien à faire là, en recruter d'autres, façonner une équipe qui me ressemble davantage aujourd'hui. Et puis, moi, c'était pas compliqué de faire mieux que mon prédécesseur, qui n'était pas un bon manager. Donc, de toute façon, je pouvais que embarquer l'équipe. Ouais, c'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, oui, je pense que je réponds aussi à leurs attentes, c'est-à-dire elles ont besoin de savoir ce qui se passe, elles ont besoin il y a des nouveaux projets, d'avoir des félicitations, d'avoir de la reconnaissance, et puis d'avoir un sens et puis une perspective. Ouais. Ça se passe assez naturellement finalement. C'est aussi ce qui vous réunit toutes les trois dans vos univers professionnels tout de même différents. On sent que cette légitimité, vous n'avez pas eu forcément à l'imposer. Elle est venue à vous assez naturellement, soit par le temps qui a pu y contribuer, le nom aussi avec vous, Sabine, mais l'expertise dans les deux cas, et puis cette vision que vous leur offrez dans le projet de l'entreprise. On a là des caractéristiques, alors je ne sais pas si elles sont féminines ou pas, mais on va rester dans le thème, qui sont peut-être plus rassurantes. Je me tourne vers vous, Valérie. Quand il s'agit d'impulser une direction, d'embarquer des équipes, les mots ne sont pas forcément les mêmes employés selon que le manager soit un homme ou une... Je ne sais pas si on peut vraiment faire une différence c'est une question pas forcément très bonne d'ailleurs. Pour moi, en fait, les vraies différences, elles sont plus dans... elles sont plus dans l'image qu'on projette, enfin, elles sont plus dans les stéréotypes en réalité. Mais là, dans les circonstances qu'on décrit là,
les stéréotypes n'ont rien à faire parce que c'est une affaire d'hommes, enfin, je veux dire, c'est une affaire de personnes. Voilà, il n'y a pas de place pour les stéréotypes dans des entreprises où il y a 120 personnes et a fortiori 10 personnes. Je veux dire, on est au contact de la personne. Et donc, pour moi, c'est les difficultés à vaincre, les obstacles, ils sont plutôt dans ce qui marque, en fait, je dirais, l'inconscient collectif. Et ce qui marque l'inconscient collectif, c'est justement l'idée qu'il existe des stéréotypes de genre, que les femmes sont plus habiles dans certaines tâches que les hommes. Et surtout, moi, il me semble que à notre insu, parce qu'en fait, dans la réalité, il y a énormément de progrès qui ont été réalisés. En fait, et d'ailleurs, il n'y a plus véritablement d'obstacles, en tout cas sur le plan de la législation et de l'environnement juridique qui quand même façonne nos sociétés. Il n'y a pas d'obstacles. Au contraire, je dirais, il y a plein de choses qui sont mises en place pour favoriser en fait la mixité à tous les niveaux. Hein, je veux dire, dans les conseils d'administration, les salaires, les comités de direction, enfin tout l'arsenal juridique de l'égalité, il est là et il est là depuis longtemps. Donc la différence, si elle continue à jouer, c'est pas à ce niveau-là. Pour moi, elle se joue plutôt à un niveau qui reste assez sous la surface et au niveau de ce qu'on peut appeler l'inconscient collectif, qui reste marqué par une répartition des rôles qui est marquée par l'appartenance à un sexe. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à penser qu'il y a la sphère et je parle d'organisation des pouvoirs dans la société. On reste quand même dans cette idée qu'il y a une sphère du pouvoir féminin avec le care, tout ce qui est l'intériorité, l'esthétique, l'art, le soin aux autres, et puis une sphère de la décision du pouvoir masculin qui est celui de la décision publique, etc. Et c'est ça, en fait, je pense, qui nous gêne. C'est cette espèce de fil rouge séparateur qui n'est pas explicite, qui ne correspond d'ailleurs pas vraiment à la réalité, et qui reste quand même malgré tout très véhiculé par les médias. Et c'est là où je reviens, reboucle avec Vox Féminin, parce que c'est là où c'est important, en fait, de sensibiliser. Parce que moi-même, quand j'ai créé l'association il y a 15 ans, si j'avais pas eu en main l'étude sur l'image des femmes dans les médias, je n'aurais pas pris conscience de ça. Bon, déjà, il y avait quand même le premier choc, là, un peu personnel, où je me suis dit, finalement, il y a peut-être un truc que je n'avais pas repéré, parce qu'effectivement, je n'avais pas dû te repérer jusque-là. Et puis après, le deuxième choc, entre guillemets, c'est cette fameuse étude sur l'image des femmes dans les médias, où... l'invisibilisation des femmes dans les médias. Oui, l'invisibilisation des femmes dans les médias, ouais. où tout d'un coup, j'ai pris conscience de quelque chose qui était sous mes yeux et que je ne voyais pas. Et en fait, c'est ça, je trouve que c'est le pire, le plus insidieux, c'est les choses qui sont sous vos yeux et que vous ne voyez pas. Et quand vous commencez à les voir, eh bien, évidemment, ça change un petit peu de perspective. Et là, souvent, j'ai une anecdote que je raconte souvent. Par exemple, il y a un fait avéré, là, pour le coup, c'est que quand on est dans des interventions publiques ou dans des instances collégiales, moi, par exemple, j'ai été pendant 8 ans au Conseil de l'Ordre du barreau des Hauts-de-Seine, où on était une minorité de femmes. Il y a quand même une tendance à couper la parole des femmes. En fait, les hommes coupent beaucoup la parole des femmes. Sauf qu'on est tellement habitués qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que moi, au moment de la création de Vox Féminin, j'étais invitée sur un plateau de radio. Il y avait une émission, il y avait 5 experts, 4 hommes, une femme, moi. Et j'étais là pour témoigner sur mon expérience création Vox Féminin, etc. Bon. Et donc, à l'issue de l'émission qui s'est très bien passée, j'ai voulu prendre l'enregistrement et j'ai voulu le découper pour ne publier sur notre site que la partie relative à l'interview Vox Féminin, puisqu'en fait c'est ça notre enjeu, c'est augmenter la visibilité dans les médias. Et en faisant le découpage, en fait, je n'arrivais pas à le faire, en fait. Donc je passais le truc 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait à la 4e, je me suis rendu compte qu'en fait le journaliste qui me passait la parole en disant « Et vous alors, Valérie, Vox Féminin, gna 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 », en fait, je commençais à dire quelque chose. Et là, il se tourne vers un invité homme et dit « Et alors, vous en pensez quoi ?» Et moi, j'ai été évidemment spontanément récupérer la parole. Mais le pire, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte. Et que j'ai mis 4 écoutes de l'enregistrement
avant de m'en rendre compte. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'était... Alors là, pour le coup, j'ai une ampoule qui s'est éclairée dans ma tête en me disant, mais... et puis, j'en ai plein d'autres comme ça. Le Conseil de l'Ordre, dont je disais des trucs sur... J'étais chargée de la mise en place du vote électronique. Bon, c'est un truc un peu technique. Bon, je fais des remarques techniques, etc. Personne ne fait attention à mes remarques techniques. Et puis, 2 semaines après, dans le bureau du bâtonnier, un ancien bâtonnier dit, ah oui, mais alors, il y a ce problème, nanana. C'est quand même dingue. En fait, le truc n'était crédible que parce qu'il avait été récupéré. Réappropriation. Et réappropriation est répétée par un homme, a fortiori un ancien bâtonnier, ce que je n'étais pas. Voilà. Mais donc, il y en a plein. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez pu exprimer votre propos, j'espère, de manière la plus claire possible, ma chère Valérie. Mais effectivement, c'est intéressant de voir ces mécanismes-là. Et certainement, vous allez avoir envie, peut-être tout à l'heure, quand vous allez allumer la télé ou écouter un débat, de voir comment, justement, les pondérations relatives sont plus ou moins respectées entre la parole des hommes et des femmes dans les médias. C'est un exercice auquel, moi, en tant que professionnel, je dois être attentif aussi. Et c'est pas si simple. Oui, parce qu'il y a quand même des statistiques qui sont publiées maintenant là-dessus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le temps de présence, les dernières études montrent que le temps de présence des femmes sur les plateaux, notamment les plateaux de télévision qu'on observe beaucoup, etc., il a augmenté. Mais le temps de parole, lui, pas tellement. donc voilà, le diable se cache dans les détails. C'est bien de le rappeler. Merci pour cet élément. On a parlé de la relation avec les accompagnateurs financiers. On a parlé du regard des salariés. On peut peut-être s'intéresser à présent aux relations que vous entretenez avec ce qu'on appelle les parties prenantes, extérieures, vos clients, vos fournisseurs, qui eux aussi voient arriver une nouvelle gouvernance incarnée par une femme. Ça peut bousculer leurs habitudes, ça peut peut-être changer aussi des éventuels rapports de force quand il s'agit de négocier des tarifs, des prix, des choses comme ça. J'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Comment vous avez réussi à vous y prendre ? Anne, je vous vois attentive sur cette question. Ouais, non, moi je pense surtout, c'est pas tellement... Enfin, je n'ai pas du secteur. Je pense que c'est ça. Mes clients, peut-être les fournisseurs, mais plutôt les clients ont dû se dire, bah, tiens, qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Et donc moi j'ai eu une petite période de battement quand même. Déjà moi pour comprendre ce qui se passait, mais je pense que mon environnement pour accepter ou pour se rendre compte que c'était pas plus mal. Vous êtes plongé dans les catalogues de différents articles pour bien apprendre la nomenclature, les noms compliqués de votre métier, non? Non, moi, il suffit de venir. Enfin, moi, quand on baigne dans l'atelier, on apprend très vite, forcément. Et puis, on n'a pas de catalogue, c'est assez informel, tout ça. Mais voilà, je pense que c'est plutôt ça le truc. C'est qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Là, il a fallu être 2 fois meilleur. Il a fallu bosser et puis moi c'était un peu spécial. L'entreprise était déjà un peu en perte de vitesse, donc disons que la perte de vitesse s'est accélérée plus vite que ce que je pensais. Mais de toute façon, il fallait que j'aille chercher de nouveaux clients. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Chercher de nouveaux clients, c'est ce que vous faites aussi, mais avec un trend de croissance important, mois après mois, vous arrivez à en fidéliser par rapport à cette offre singulière qui est celle du cercle, avec cet engagement fort. C'est ce qui porte votre marque de fabrique, j'allais dire. Oui, alors aller chercher des nouveaux clients et en amener de plus en plus, notre monde RSE est engagé. C'est sûr qu'en fait... c'est pas changer beaucoup de choses, mais en consommant chez nous, au lieu de consommer chez notre confrère, on fait quelque chose de bien pour la planète. Et en plus, c'est bon. D'abord, c'est bon, non? Et en plus, on fait... Non, c'est dans quel ordre? Je sais pas. Je laisse les uns et les autres choisir, mais je sais que le bon l'emporte souvent. Après, pour revenir sur votre question, moi, je pense que le rôle... moi, c'est quand on m'a changé mon étiquette, c'est le regard des autres qui a changé. C'est pas tellement moi ou ma relation, c'est juste que les autres vous appellent beaucoup plus. Parce que vous devenez plus intéressante. Vous avez le pouvoir, en quelque sorte. Et oui. Ouais, et ça change tout, ça. À la fois, c'est très agréable et à la fois, c'est assez détestable parce que des gens que vous aviez la même relation avant, vous dites pourquoi elle a changé. Et en même temps, vous en profitez aussi. Ça fait partie du monde de l'entreprise. Donc, il faut aussi savoir faire sa place et avancer avec ça. Une sorte de distance nécessaire, mais en même temps, ne pas négliger le pouvoir qui est ainsi accordé. Tout à fait. Et pour vous, la relation avec les fournisseurs, c'est du sur-mesure aussi. Vous avez j'imagine, des fournisseurs de matières premières, des clients fidèles que vous avez l'habitude de côtoyer. Alors, chez Mariton. Mes clients sont des menuisiers, des stories, des installateurs. Donc, nos clients sont, on va dire, je pense à 95%, ce sont des hommes. Ouais.
Les fournisseurs, on n'en a pas énormément comparé aux clients, mais tous nos clients, voilà, quasiment tous nos clients sont des hommes. Donc on évolue dans un secteur très très masculin. Moi, ce que je dis aux commerciales qui rentrent chez nous, c'est la technique, la technique, la technique. Mais souvent, elles sont tout autant, voire même plus techniques que les hommes de l'équipe. Et quand elles sont techniques, voilà, elles ont des très très bons résultats. Et moi, par rapport à mes clients, j'ai pas senti en fait de frein. Bon, après, il se trouve que mon père était c'était un dirigeant qui aimait beaucoup la production, le process, que les achats étaient très tournés vers l'interne, et moi plus vers l'externe, le commerce, le market. Donc c'est vrai que mes clients déjà ils étaient contents parce qu'ils avaient jamais vu, enfin pas forcément vu le dirigeant. Donc moi la première chose que j'ai fait, c'est faire le tour de quasiment tous les clients. Donc j'ai plutôt eu un très bon accueil. Pour créer du lien aussi et une forme d'identification qui permet d'avoir aussi peut-être une relation un peu plus en circuit court avec ses clients quand il y a besoin d'aller vite sur un dossier ou de réagir rapidement. Ouais, c'était le but, quoi. Aujourd'hui, on a presque 4000 clients actifs chez nous. En France uniquement, pas d'international. Ouais. J'ai pas nos 4000 clients n'ont pas tous mon 06, heureusement pour moi. Mais quand même, j'ai une grande proximité avec nos clients. Mais c'est un choix. C'est un choix assumé, c'est pas du tout un problème. Il nous reste un quart d'heure avant la fin de cet atelier. Je pense que ça peut être intéressant, si vous le souhaitez bien sûr, à ce stade, de rentrer à votre tour dans l'échange avec nos intervenantes, poser des questions, partager pourquoi pas un témoignage, rebondir sur un propos qui vous aurait interpellé et sur lequel vous aimeriez avoir davantage encore d'informations. Ce quart d'heure est à vous. Il suffit de lever la main, j'arrive avec le micro. Et ben voilà, ça commence déjà, c'est formidable. C'est parti. Merci madame. Bonjour. Merci déjà pour ces superbes témoignages. J'avais une question entre l'accompagnement BPI France et celui des investisseurs. Est-ce que vous avez senti que BPI France était totalement neutre dans l'accompagnement de femmes versus des hommes, alors que des investisseurs pourraient être peut-être plus frileux, voire vous faire accompagner par des hommes parce qu'ils seraient frileux? Est-ce que vous avez senti des différences ou pas? Merci pour cette bonne question. Alors moi, pour avoir et BPI et French Food à mon capital, je pense que ça ne change absolument rien qu'on soit des hommes ou des femmes. Et je pense qu'on est plus là pour une expertise et une compétence. Ça change peut-être notre regard à nous sur notre société, mais pas leur regard d'investisseur, à mon sens. Merci Nathalie. D'autres éléments de réponse? Sabine, Anne? Tout pareil. Tout pareil. Non, j'ai pas senti ni avec BPI ni avec les autres une différence sur le fait d'être une femme. Anne, pareil aussi. Ok. Peut-être de la différenciation positive dans le sens où s'il leur faut de temps en temps un dossier qui est dirigé par une femme, ça aide à passer, je sais pas. Ah, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Remarques, commentaires? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. Je m'appelle Laura Parmigiani, je suis aussi de BPI France et je suis au sein de la direction des études. Donc en fait, je peux, du côté des études, confirmer en fait ce que vous venez de dire. En fait, quelque part, il n'y a pas vraiment de différence quand on est une chef et une dirigeante d'entreprise, sauf malheureusement, et ça je dois revenir sur un point qu'on a évoqué, et c'est je vais résumer sur la charge mentale. 9 dirigeants hommes sur 10 peuvent compter sur leur conjoint, et c'est seulement 6 dirigeantes sur 10 qui peuvent compter sur leur conjoint. Donc ça, c'est une vraie différence. Et j'ai une question pour Anne. Je voulais savoir combien de femmes il y avait dans la formation du CRA. On était, je crois, entre 20 et 30. Oui, c'est une petite minorité. Mais alors moi j'ai fait des études d'ingé. Ça fait un bail que je suis toute seule au milieu de plein de garçons. Hein, donc ça m'a pas choquée. Même pas peur. Hein. Même pas peur. Ouais, non, ça se voit. C'est pas une question d'avoir peur, c'est représentatif en fait de l'appétit qu'ont les femmes pour la reprise d'entreprise. C'est tout. C'était ça le sens de la question, je suppose.
App. Oui. Il n'y a pas que ça, parce que vous avez un profil cadre dirigeant. Vous avez un profil cadre dirigeant, vous avez dirigé une MBU, donc c'est un profil classique aussi pour les hommes. Sauf que pour arriver là comme cadre dirigeant dans une grande entreprise, il y en a beaucoup moins aussi. Donc en fait, c'est toute une question de représentativité de la femme aussi dans certains niveaux au sein des grandes entreprises et qui peuvent avoir après derrière le pouvoir de l'argent en fait, et l'apport pour pouvoir ensuite reprendre. Donc en fait, ces chiffres se reprennent en fait. Dans tous les milieux de représentativité en fait, des femmes dirigeantes aussi dans grandes entreprises. Ouais, c'est pas faux et j'avoue que je pense que pour arriver à faire cette première carrière qui était notamment dans des grands groupes informatiques, encore plutôt masculins, je pense que le fait d'être une femme c'était intéressant et je pense que le fait d'avoir une mentor femme m'a aussi aidé à ce moment-là. Dans l'entreprise où vous étiez, il y avait une mentor femme. Oui. La sororité, comme on dit, c'est ça? Ça joue? Oh, elle n'aime pas ça, Valérie, quand je dis ça. Non, mais c'est plutôt le mentorat, c'est vrai que c'est intéressant. Nous, d'ailleurs, en fait, chez Vox Femina, on a lancé une action de mentorat l'année dernière. C'est le premier programme qu'on a mis en place. Et, les femmes parlent aux femmes, c'est ça l'idée? Pas forcément. Si, en fait, c'est les mentorer sur ce qui est notre domaine d'intervention, c'est-à-dire la visibilité dans les médias, et en particulier les réseaux sociaux, quel message on délivre, comment est-ce qu'on construit une ligne éditoriale qui soit cohérente avec qui on est et avec ce que les médias peuvent chercher. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on les aide à travailler. C'est-à-dire qu'on apporte aussi peut-être un petit point de vue un peu... Parce que la grande difficulté à laquelle on se heurte chez Vox Femina... Il y a combien de membres? 150? Oui, un peu plus, entre 150 et 200. Il y en a, chaque année, il y en a qui viennent et d'autres qui repartent. Mais la grande difficulté à laquelle on se heurte, c'est que... beaucoup sont très habitués à postuler pour un recrutement ou à vendre une offre de service. Et donc les pitchs, quand elles les font avec cet angle-là. Mais c'est pas du tout l'angle que recherchent les médias. En fait, les médias, ils s'en fichent complètement. Ils sont pas là en train d'acheter un service, ils sont pas là en train de recruter une experte. Et en fait, ce changement de pied est la chose la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés. Et depuis 15 ans. Hein, à chaque fois, il faut réexpliquer, il faut les obliger à se décentrer pour se poser la question de savoir, 1, quelle est mon expertise, 2, qu'est-ce qui, dans mon expertise, vient rencontrer l'actualité médiatique et comment est-ce que mon expertise peut éclairer le propos d'un média. Et comment je suis légitime pour le porter. Et après, comment je suis légitime pour le porter. Mais déjà, ces 3 premières questions, même sans la légitimité, c'est déjà vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et ça s'apprend, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça s'apprend. Notamment avec vous. Et spécialement avec des mentors qui sont habitués à le faire ou qui ont été confrontés à cet exercice. Ouais, transmission d'expérience, ça c'est essentiel. Et l'autre chose que sur laquelle nous jouons beaucoup chez Vox Femina, c'est la force du collectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a des ateliers de travail, etc., où le fait d'être confronté à l'écoute d'un collectif, alors je n'aime pas bien ce mot parce qu'il est galvaudé et bienveillant, mais c'est quand même ça, qui ne juge pas. Pour le coup, c'est extrêmement riche d'enseignement parce qu'on apprend en écoutant les autres. Et les autres apprennent en vous écoutant. Donc là, il y a une espèce d'aller-retour qui est un effet miroir, en fait, du collectif qui est très, très, très efficace, très enrichissant et très efficace. Oui, cette force du collectif, je crois que vous l'avez chacune dans votre parcours exprimée, expérimentée et revendiquée aussi. Enfin, si vous voulez dire un mot là-dessus, avant qu'on prenne une ou deux autres questions. Oui, alors c'est déjà vrai dans la carrière professionnelle en tant que salarié, hein, c'est important d'avoir un réseau, mais alors moi dans ce parcours-là et de recherche de l'entreprise et maintenant de direction de cette entreprise-là, je suis la seule à faire ce que je fais à l'intérieur de ma boîte, donc ça peut parfois on peut être tout seul, enfin vraiment, et donc avoir des soupapes de personnes à qui on peut s'adresser et poser des questions ou juste échanger sur un truc, voilà. Donc moi j'ai été lauréate de Réseau Entreprendre Paris et de Paris Initiative, donc ça c'est aussi des collectifs d'entrepreneurs. Et puis après, au gré des rencontres, je me suis formée, forgé tout un réseau de copines chefs d'entreprise. Et c'est une vraie... ça fait du bien. C'est votre cas aussi, Nathalie? Vous êtes femme de réseau?
plus ou moins. Et c'est vrai qu'il y a aussi les accompagnements par des coachings ou des choses comme ça qui font qu'on ne se sent pas seule dirigeante, quoi. Donc ça, c'est important. Vous êtes allé jusqu'à créer votre propre réseau à Marseille, je crois. Ouais. Sabine. Ah oui. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, un club de dirigeants à Marseille qui s'appelle le 29. Et aujourd'hui, Pour moi, le 29, c'est le Finistère, mais moi, je suis journaliste non, à parce Rennes. qu'on est donc, au 29e étage de la tour La Marseillaise. Ah, voilà. Donc on a une très très belle vue Ouais, sur c'est pas mal, Marseille, voilà, et qui réunit 300 entreprises, 600 dirigeants. Ouais. Et Mais c'est pas un réseau exclusivement féminin, celui-là. ah non, pas du tout. Hein, non, j'ai jamais été dans des réseaux exclusivement féminins, parce que voilà, ça s'est trouvé comme ça. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y apporte aussi dans ce réseau? C'est du partage d'expérience. Ouais, c'est ce que vous disiez, c'est du partage. Moi, je trouve que j'ai toujours grandi par l'autre et le fait de se confronter aux autres et d'aller vous avez passé une bonne journée à Big alors aujourd'hui, parce que ouais. c'est un peu l'esprit. C'est exactement l'esprit, ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est le grandir ensemble, comment faire grandir le dirigeant et l'accompagner dans son parcours. C'est des conférences inspirantes, c'est des moments de convivialité. Et il se trouve qu'il y a un resto dans le... Ça compte aussi, hein. Voilà. C'est pas Nathalie qui nous contredira sur cette dimension-là. Ah, mais c'est prouvé, quand on mange, on est plus efficace. Voilà. Et alors en plus, quand on mange au bureau, dans des réunions, ce qui est finalement la vocation du cercle, hein, de permettre de faire des plateaux repas sur les lieux de travail. En fait, c'est rendre vos entreprises plus productives, c'est tout. Ah bah voilà, dit comme ça, évidemment, ça plaît aux investisseurs. Elle a trouvé le langage qui convient. Bravo. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il nous reste un peu moins de 5 minutes avant la conclusion. Oui, 2. Parfait, j'arrive. Moi, je voulais juste faire un témoignage. Ça fait 3 mois que je recherche une entreprise donc à reprendre. Je suis passée par le CRA, aussi par la CCI et par aujourd'hui France Reprise pour diversifier les canaux. En fait, je ne pense pas qu'il y a un frein particulier, en tout cas sur ma vision d'aujourd'hui. Alors, je préparais ce projet depuis un certain temps. J'ai été 4 dirigeantes dans des grands groupes, etc. En fait, il n'y a pas de frein particulier à une femme dans ce genre de démarche. Je pense qu'il y a surtout une envie de communication qui soit plus tournée vers le repreneuriat et pas uniquement vers l'entrepreneuriat. Je pense que sur la France, pour le coup, la différence, elle est énorme. C'est qu'il faut déjà avoir un peu de sous quand on se lance sur l'entrepreneuriat, surtout quand on a quelques échanges avec la banque. Je parle sur des entreprises qui font déjà un peu plus de 500 000 euros, voire même 1 million d'euros alors, ou valeur de chiffre d'affaires en fonction des secteurs d'activité. Mais je pense, moi j'ai fait une réunion la semaine dernière qui était organisée par le CRA. Il y avait 40 personnes dans la salle, j'étais la seule femme. Mais pas parce qu'ils refusaient les accès, évidemment. C'est juste qu'en fait, en parlant avec les organisateurs, effectivement, en fait, on essaye de développer le fait que c'est aussi possible pour des femmes. Et je pense que l'investissement qu'on a parfois dans nos métiers en tant que salariés, il est très fort, il est très engageant personnellement par rapport aux questions que vous avez. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, étant fille d'entrepreneur et petite fille d'entrepreneur, il est tout autant, parfois avec des questions qui sont plus fortes et on passe pas forcément les mêmes nuits. Néanmoins, sur l'engagement féminin, il est parfois tout autant redoutable et en même temps passionnant. Mais je voulais juste faire ce témoignage en disant que j'ai participé à un certain nombre de réunions. Évidemment, j'étais assez seule. Je ne vais pas dire que j'avais beaucoup de copines à côté de moi. Néanmoins, il faut quand même se dire qu'il faut aussi en parler dans les grandes écoles, dans les écoles de commerce, les écoles d'ingé, etc. Moi, j'ai des enfants qui ont entre 25 et 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, je vois, il y a un programme sur les SEC qui s'est monté. Sur différentes choses, effectivement, ils essayent d'accrocher la jeunesse. J'en vois devant moi sur le repreneuriat. Et je pense que c'est hyper important aussi de communiquer au niveau des écoles, au niveau des jeunes, même si parfois il faut des fonds. Mais parfois, on s'allie avec des associés, avec des fonds d'investissement, etc. Et je pense que le mouvement est en train de se faire. Et j'ai l'impression que la BPI pousse un peu plus aussi qu'avant. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a une dernière question, ou témoignage aussi, je ne sais pas. Avec vous. Une question. Bonsoir. Ma question s'adresse à Anne. Vous aviez indiqué être issu du secteur informatique et je voulais savoir, est-ce que ça a été un obstacle pour la reprise de la boîte que vous avez reprise? Et c'est oui, comment vous l'avez surmonté? De toute façon, c'était mon projet de racheter une entreprise qui ne soit pas dans ce secteur-là. Je pense que le principal, les personnes que ça a
interroger, c'est les banquiers. C'est principalement eux qui m'ont dit mais qu'est-ce que vous y connaissez rien, qu'est-ce que vous allez apporter. Voilà, donc il y en a un à un moment donné qui a fini par comprendre que j'avais envie d'y aller. Et après, peut-être mes clients. Et c'est pas que ça soit l'informatique ou un autre secteur, c'est juste que j'ai décidé de faire un grand écart sur le secteur. Et voilà, peut-être que mes clients au début se sont dit, bah, tiens, voilà encore un cadre sup qui se fait plaisir en rachetant une boîte et puis qui va nous la plier en 5 minutes. Et bon, bah voilà, c'est. C'est pas vrai. Un peu de une petite distance au début probablement et de l'interrogation sur. On va la laisser mariner un peu puis on va attendre voir ce qu'elle a dans le bide. Voilà. Pour conclure cette table ronde, avant de passer la parole peut-être à Jean-Louis Etchegoyen pour le dernier mot de la fin et des remerciements, d'un mot ou d'une phrase chacune, votre challenge 2026, on est dans une période économique complexe, les turbulences sont nombreuses, c'est pas facile de piloter une entreprise, jamais facile, mais peut-être encore plus difficile en cette période teintée d'incertitudes économico-politiques, géostratégiques de tous ordres. Comment vous voyez les choses? C'est quoi la mission que vous projetez ou que vous portez pour les années qui viennent? Dans un monde idéal, le cercle, dans 5 ans, ça sera? Et même question pour chacune des trois. Et Valérie pourra apporter son avis. Le cercle, dans 5 ans, ce sera une belle aventure, ça c'est sûr. On va dire surtout sur 2026, c'est garder les équipes soudées autour du projet et garder le cap, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend peut un peu démoraliser. Et qu'il faut leur rappeler que nous, on a une très belle entreprise qui fonctionne très bien et que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Un langage de vérité, ça tombe bien, c'était aussi le thème de cette journée. C'est pas faux. Et vous, Sabine? Dans 5 ans, Mariton, ça sera une entreprise dans laquelle on est bien. Et dans 5 ans, j'espère qu'on aura, enfin c'est sûr même, qu'on aura commencé à travailler et avoir la gamme de produits qui durent une vie. C'est un peu réparable et durable. Réparable et durable, c'est un peu c'est le gros projet du moment. Puisque nous, notre impact sur l'environnement, il est essentiellement dû à nos produits et à nos matières premières. Donc on est en train de travailler. Et évidemment, moi, j'ai des produits que mon grand-père a créés. Donc j'ai des produits qui ont 70 ans. Et forcément, il y a 70 ans, il n'avait pas pensé les choses pour que ça soit démontable et réparable. Donc là, on est en train de faire de l'éco-conception sur des produits existants. Voilà, un point commun, toutes les deux. Là, vous allez en parler après cet échange. Donc voilà, dans 5 ans, j'espère qu'on aura toutes les gammes réparables et durables. Allez, peut-être un label Lucie aussi, tant que vous y êtes, non? Une labellisation. Ouais, pourquoi pas. Allez. Bon, moi, mon dada, c'est le business. Il faut développer. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit perçu comme vraiment singulier et innovant dans notre secteur. La référence. Ouais, la référence. Et puis moi, dans 5 ans, probablement, je ne serai plus aux manettes de cette boîte parce que j'aurai cédé à mon tour. Donc la transmission réussie. Exactement. Et voilà, la boucle est bouclée. Valérie, qu'est-ce que ça vous inspire, ces témoignages? Le thème, c'est la vérité. Moi, j'ai envie de transformer ce thème en authenticité pour que chacune reste bien alignée avec ses valeurs et sa valeur au sens de talent, parce que c'est comme ça qu'on réussit, voilà, à mon avis. On en a 3 beaux exemples, en tout cas, ce soir. Merci à tous les 4. Jean-Louis, peut-être le mot de la fin, parce qu'on est vraiment arrivé au bout. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous également et toutes pour votre participation active. Je crois qu'en effet, j'espère que cet atelier aura permis de lever les freins et de libérer les talents. Vos témoignages permettent de montrer que c'est possible. Donc n'hésitez pas. BPI France est là aussi pour vous accueillir. Vous n'avez pas besoin d'apports très significatifs, comme je l'ai entendu, pour reprendre une entreprise, sachant qu'une reprise d'entreprise, ça peut se faire avec des fonds d'investissement à vos côtés. À partir du moment où vous avez l'expérience, la crédibilité, l'envie, la force de mener votre projet, vous serez extrêmement bien accueillis. Et sachez qu'on suit, statistiquement parlant, donc chez BPI France, le genre des personnes qui portent des projets au moment de la création. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec Cap Création, avec des prêts pour les créateurs, mais aussi pour la reprise d'entreprise. Et sachez que vous aurez un accueil bienveillant de BPI France et qui saura s'associer avec d'autres fonds et trouver les banquiers pour vous aider à investir dans des sociétés pour prendre votre destin en main.
Merci Xavier pour cette animation toujours très professionnelle et j'aime bien votre façon de présenter les choses et je trouvais intéressant aussi qu'il y ait un plateau qui soit mixte pour pouvoir parler de ce sujet auprès de vous pour créer des vocations. Voilà, et dans ce sens-là. Et merci beaucoup à toutes. Et puis en plus, je crois qu'il y en a qui ont des trains à prendre assez vite. Donc bonne soirée à tous et merci d'être restés avec nous jusqu'au bout.